Merci, Monsieur le Président. Quelques mots, j'espère aussi synthétiques que possible. Nous avons eu en commission des finances un débat, je crois, de qualité. Et au fond, les trois groupes se constituaient autour du projet de budget. Celles et ceux qui, avec Andrea, y reconnaissaient, y voyaient toutes les vertus. Celles et ceux qui, Andrea l'a dit tout à l'heure, remettaient un peu en cause les chiffrages donnés. Il s'agit d'un budget primitif. Je parle de contrôle sous le contrôle de Jean Dionis qui développera sans doute sa thèse sur le sujet. Et puis un troisième groupe dont je fais partie qui est que nous avons aujourd'hui des chiffres, que c'est le budget primitif 2020 que vous présentez et qu'il faut prendre par conséquent ces chiffres pour ce qu'ils sont et ces chiffres au sérieux. Et c'est ce que je vais essayer de m'attacher de faire, même si bien sûr un budget primitif n'est pas un compte administratif et que des écarts peuvent voir le jour entre ce qui est aujourd'hui prévu et ce qui sera demain la réalité. Alors, l'autre débat qu'il y a eu entre nous, c'était de voir la tendance, parce que le budget 2020 est bien sûr important. C'est mon dada, je ne vous apprends rien aujourd'hui, mais je pense qu'on a mis des outils, et je remercie les services financiers de la région qui ont mis à notre disposition de tous des outils d'analyse dans le temps, qui nous permettent de voir comment on se situe par rapport aux objectifs que nous sommes fixés au début du mandat. Et je note que la présentation d'Andrea, très exhaustive, elle en parlera peut-être dans sa réponse, mais en tout cas dans sa première intervention, ne nous donne aucune perspective budgétaire et financière par rapport dans lequel s'inscrit ce budget 2020. Et je pense que c'est important de remettre ce budget 2020 dans notre histoire et dans l'histoire de ce mandat. Et Jean le dira tout à l'heure, tant pis si je lui coupe l'herbe sous les pieds, mais c'est vrai que une région n'est a priori pas faite pour être dans une situation financière absolument déplorable et catastrophique. L'histoire récente, remarque, nous a prouvé que ce que je dis n'est pas tout à fait vrai dans une autre région. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, les chiffres que nous présente Andrea ne sont pas des chiffres alarmants, ne sont pas des chiffres catastrophiques, bien entendu. Aujourd'hui, la région est capable de satisfaire à ses exigences financières. Mais tout en disant cela, là on se situe à l'instant T. J'aimerais, mais en tout cas c'est ma conviction, si je me trompe, nous le verrons à la fin du mandat. Mais j'ai la conviction, et j'aimerais qu'elle soit partagée par le plus grand nombre ici, que la situation de la région, si elle est aujourd'hui, je dirais, sous contrôle, elle se dégrade, elle se détériore. Et j'ai un peu regretté qu'Andrea passe sous silence cette tendance et ne la prenne même pas en compte lorsque, en commission des finances, je tentais de lui faire remarquer cet état de fait. Je pense que c'est important de montrer et de faire le constat ensemble que cette région, la tendance de cette région sur le plan financier se détériore, parce que ça veut dire que les marges de manœuvre se rétrécissent. Alors, elles se rétrécissent pas forcément de notre fait, en tout cas pas qu'à cause de nous, je l'entends. Mais par état de fait, la situation de la région, elle se fragilise. D'ailleurs, la Chambre régionale l'a récemment dit. Et du coup, elle nous rend plus vulnérables aux changements extérieurs. Les changements extérieurs, ça peut être, comme on l'a vu encore cette année, avec des modifications de la réforme de l'apprentissage. Mais demain, ça sera peut-être encore autre chose. Et donc, il faut pouvoir y faire face. Ce sera peut-être une inversion des tendances aujourd'hui dynamiques et positivement dynamiques de la CVAE. On a une CVAE qui fait rentrer aujourd'hui, et c'est tant mieux,
et la région n'y est pas sans doute pour rien, j'anticipe, c'est ce que vous me direz, mais il y a aussi un contexte pour l'instant national et régional porteur. Ça peut aussi un jour s'inverser. Et puis, Andrea en a parlé tout à l'heure, ça dépend aussi de notre capacité de réalisation et d'exécution de notre budget, de nos politiques territoriales et notamment notre investissement. Et donc, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent que nous n'avons plus de marge de manœuvre, en tout cas plus beaucoup de marge de manœuvre, et que celle-ci, depuis 2015, s'est considérablement amincie et rétrécie. Pour prendre quelques exemples, alors, je ne veux pas être trop rentrer dans les détails des dépenses de fonctionnement. Je note les retraitements qui ont été faits. Moi, quand je retraite les dépenses de fonctionnement 2020, avec les effets d'apprentissage, je ne retombe pas tout à fait sur les mêmes chiffres que vous, dont acte. Moi, j'ai le sentiment que si on les retraite, on a une relative stabilité de nos dépenses de fonctionnement. Vous affichez un moins. Il peut y avoir ici débat. Mais si on revient sur les objectifs, par rapport à l'objectif que vous avez passé rapidement en revue, l'objectif externe vis-à-vis de notre contrainte vis-à-vis de l'État, notre plus 1,2%. Aujourd'hui, on voit bien qu'on les respecte, mais on les respecte au prix aussi de négociations sans doute difficiles avec l'État pour faire reconnaître un certain nombre de retraitements pour un montant très important. Je crois que c'est 250 millions d'euros sur les 2 milliards. Les 2 milliards de dépenses de fonctionnement. Donc on voit bien qu'on est au-dessus, mais qu'avec les retraitements, on passe à 1,8 milliard et donc on passe sous la barrière des sanctions. Mais là encore, on peut très bien imaginer qu'un jour, le gouvernement, l'État ne soit plus d'accord avec notre traitement, et dans ce cas-là, on risque de repasser de l'autre côté de la barrière. Et donc là encore, sans marge de manœuvre, nous sommes vulnérables à l'avenir. Sur les dépenses de fonctionnement, cette fois sur nos objectifs internes, on note bien que nous avons deux types de dépenses. Celles qui sont sanctuarisées par la baisse, c'est-à-dire, vous le dites vous-même, presque 900 millions d'euros sur les 2 milliards. C'est les dépenses de fonctionnement interne, notamment sur les salaires. Vous avez assumé une politique salariale qui entraîne 50 millions d'euros supplémentaires depuis 3 ans sur le poste des salaires. Vous excluez aussi un certain nombre de politiques, comme ceux relatives au transport ferroviaire. Sur la partie qui est concernée par votre objectif de moins 3% en global, j'avoue que j'ai du mal à tout à fait voir si on est sur le reste du milliard qui reste, si on est au-dessus ou en dessous des moins 3%. J'observe effectivement des baisses significatives. Nous avons un effort affiché sur un certain nombre de politiques qui touchent plutôt à des politiques territoriales contractuelles. Alors moi, je ne suis pas un grand fan du saupoudrage, et donc je ne veux pas dire qu'un chiffre négatif est forcément quelque chose de mauvais en la matière. Sinon, je serais incohérent avec mon propos général. Néanmoins, on peut noter que c'est souvent effectivement les mêmes politiques qui sont frappées de la baisse, et que finalement, sur 3 ans, le trend peut s'avérer significativement baissier. Je pense à l'aménagement du territoire, moins 40 sur 3 ans. À la ruralité, moins 30%. Et c'est vrai qu'on aimerait, la critique est facile, l'arrêt est difficile, mais voir des dépenses baisser plutôt dans des coûts de structure, plutôt dans d'autres chapitres que strictement sur ces politiques territoriales. Sur l'épargne brute, je vais vite, on affiche 12,3% de taux d'épargne brute pour un objectif à 20%. C'est vrai qu'il y a un effet conjoncturel en 2020, je le reconnais, à cause de la baisse de la taxe, de la réforme, d'apprentissage. Néanmoins, là encore, vous en avez pas parlé, mais si on tire le trait jusqu'à la fin du mandat, on va arriver à un taux d'épargne brute à 15-16%, donc on va regagner quelques points, mais on sera bien en deçà des 20% que nous nous sommes fixés. Sur la capacité de désendettement, là encore, mais la Chambre régionale des comptes l'a déjà dit, la Chambre régionale dit, d'ailleurs ce que je disais un peu en propos liminaire, je la cite, sans que cela ne conduise la Chambre à avoir une inquiétude forte sur la situation financière, le renforcement important depuis 2015 de l'encours de la dette constitue un réel facteur de vulnérabilité. On voit bien que l'emprunt et la dette se constituent, plus 30% là aussi depuis 2015, et nous arriverons sans doute, si là encore nous tirons le trait, jusqu'en 2020, à des ratios autour de 6 années et demie, alors que, rappelez-vous, le cabinet de conseil Ernst & Young, qui avait fait les audits post-royal,
nous disait qu'à 7 ans, nous étions dans le seuil d'alerte. Alors, vous me direz, effectivement, tout l'enjeu réside dans l'investissement. Finalement, le juge de paix de nos discussions, ce sera votre niveau d'investissement. Vous l'affichez avec une forte ambition en 2020. Il est à espérer que nous puissions avoir un taux de réalisation, pas seulement sur le fonctionnement, Andrea, mais sur l'investissement aussi très élevé. Mais c'est vrai que 1 milliard d'euros, alors vous l'avez retraité 900 millions, par rapport aux 650 millions réalisés en investissement au compte administratif de 2018, on a envie de dire que la marche est haute. Mais j'ai envie de dire aussi, peut-être qu'il faut que cette marche reste haute, parce que si on réalise totalement notre investissement, là, on sera dans une situation financière, même à 90 ou 95%, on sera dans une situation financière délicate. Et donc, on le dit souvent, mais le juge de paix, à savoir si, en fait, on est entre deux trajectoires, où on réalise notre investissement et on risque d'exploser nos contraintes et nos objectifs, ou on tiendra in fine nos objectifs budgétaires, justement, mais avec un niveau d'investissement qui sera là très en deçà des objectifs que vous vous êtes fixés, à savoir 30% du budget. Nous avons vu que nous en étions bien loin. En conclusion, Monsieur le Président, et pour finir, ce budget 2020 est un budget cohérent, qui n'est pas en situation d'alarme à ce jour par rapport aux objectifs que nous avons fixés. Mais je voudrais ici qu'on puisse reconnaître que la tendance est une tendance qui se fait au détriment de la bonne santé financière dans laquelle la région Aquitaine, il faut le reconnaître aussi, était avant la fusion, et que je pense, et c'est ce que je dis toujours en conclusion, qu'il faut qu'on arrive à dégager des pistes de mutualisation, d'économie bien supérieures à celles qui sont faites aujourd'hui concernant le fonctionnement de notre organisation, l'organisation du Conseil régional, avec des propositions que nous avons déjà faites en la matière relatives au fonctionnement de nos sites décentralisés que sont Poitiers et Limoges, par exemple. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en préambule de ce débat, en remerciant et Andrea et les services pour la qualité des informations qui nous sont données et qui nous permettent de faire tous ces commentaires aujourd'hui.